Vous écoutez un podcast cinéma du Centre des Arts d'Enghien-les-Bains. Oui, bonsoir, merci Jean-Paul. Merci aussi de projeter ces films dans cette belle salle, sur cet écran, avec cette qualité-là. Parce que les comédies musicales, en particulier, méritent et même requièrent ce type de projection. Alors, Tous en scène 1953, c'est quand même le film qui vient après... dans les comédies musicales de Vincente Minnelli, Un Américain à Paris, qu'on avait passé avec Gene Kelly et Leslie Caron, qu'on avait passé dans la saison 1 de notre cycle de comédies musicales. Et on a absolument tenu cette année à montrer Tous en scène parce que, d'une certaine façon, il y aurait Un Américain à Paris dans la lignée des Minnelli, mais bien sûr, le film vient aussi juste après, c'est-à-dire un an et demi après le tournage de l'autre grand film MGM de Kelly et Donen, qui est évidemment Chantons sous la pluie. Donc c'est pas une réponse à Chantons sous la pluie, puisque c'est un film du même studio, et je dirais qui va dans le même sens, à savoir la comédie musicale s'interroge aussi sur ce qu'elle est, ce qu'elle peut apporter, mais on approche, j'allais dire, presque de la fin, c'est-à-dire à la fois du sommet des moyens et des talents qui sont réunis, y compris jusque dans les décors. Par exemple, Oliver Smith, qui est le décorateur ici, qui est aussi le décorateur du film qu'on a montré la dernière fois, Undertown, Un jour à New York, quelqu'un de très précis, mais de très riche, et ce serait surprenant que Vincente Minnelli ait accepté de travailler avec quelqu'un qui n'ait pas cette exigence-là, parce qu'il était lui-même, il a été décorateur, il a été peintre, donc évidemment Minnelli, c'est l'œil absolu pour la couleur, pour tout ce qui est placé devant la caméra, en réalité, y compris les costumes, le maquillage, etc. Donc on est à un moment de plein de la comédie musicale, de plein des moyens déployés, des coûts aussi que ça implique pour ce grand studio qu'est la MGM, et en même temps, on pourrait dire, le genre se pense lui-même, se réfléchit lui-même. Pourquoi cette frénésie de réfléchir à ce que c'est que l'entertainment ? Puisque vous savez que l'un des grands numéros, des numéros qui sont restés dans l'histoire de la comédie musicale, c'est le numéro qui a été composé spécifiquement pour ce film, qui s'appelle That's Entertainment, alors que le film, comme Chantons sous la pluie, est basé sur une série de chansons de Howard Dietz et Arthur Schwartz, le compositeur et le parolier, qui préexistait. Donc, comme Chantons sous la pluie, il y avait un portfolio de chansons, et puis le couple de scénaristes qui sont indiqués, j'espère, sur l'affiche, parce que oui, Betty Comden et Adolph Green, très important, parce que ce film, vous allez voir, porte à l'écran, y compris de manière fictionnalisée, les gens qui l'ont fabriqué. Donc vous allez voir que dans le film, il y a un couple aussi de scénaristes. Donc ce couple de scénaristes est invité par le producteur de l'unité de comédie musicale de la MGM, c'est-à-dire Arthur Freed, de la fameuse Freed Unit, à piocher dans ce portfolio de chansons pour composer une histoire nouvelle, contemporaine, contrairement à Chantons sous la pluie qui, vous vous souvenez, se passait à la fin des années 20 alors qu'il était tourné en 51. Et bien là, la comédie musicale réfléchit à ses moyens, à ses ambitions, même à son credo. C'est une sorte de traité de qu'est-ce que c'est que le spectacle de cinéma et singulièrement la comédie musicale. Donc on se retrouve, j'espère, après, parce que je suis assez curieuse de savoir ce que vous en pensez, surtout que je pense que beaucoup d'entre vous l'ont vu et viennent peut-être le revoir après des années, ou bien beaucoup d'entre vous tiennent Chantons sous la pluie pour indépassable. Donc je suis assez curieuse aussi de voir comment le film peut dialoguer avec celui-là. Enfin, c'est notre façon de voir un petit peu Fred Astaire, puisque vous savez, je vous l'ai déjà dit, je pense que les films des années 30, Astaire Rogers, sont difficiles à montrer pour des raisons de droit, et de matériel disponible, et que donc nous, on voit Fred Astaire, mais il est déjà dans la dernière partie de sa carrière, et vous allez voir que là encore, le film réfléchit à cela. Pensez bien à cette ouverture-là, vous allez voir, parce que bien sûr qu'elle résonne très, très singulièrement pour Fred Astaire, qui a déjà à ce moment-là, qui est déjà reparti plusieurs fois. Il faisait comme ça des petits moments de retraite, où il disait « ça y est, c'est fini ». Et puis en fait, il revenait.
Donc voilà, j'espère que le film vous plaira et que vous resterez un petit peu après pour qu'on échange. Bon film. Je vais aller directement à ce qui me saisit dans le film à le revoir. Je l'ai revu avant de venir et puis je l'ai revu en vrai aujourd'hui avec vous. C'est que malgré sa construction très, très classique, maintenant que vous êtes venu voir et revoir plusieurs comédies musicales de la grande époque MGM, on voit l'architecture. On va en reparler sur quel type d'opposition ce backstage musical, ce film de coulisses est construit, sur comment le couple et le collectif s'articulent, etc. On va en parler. Mais ce qui me frappe, en fait, c'est que cette réinvention de soi, dont on peut dire que d'une certaine façon c'est le principe de la comédie musicale classique, de ce qui arrive au personnage dans la comédie musicale, à savoir trouver un moyen de se réinventer, de réenchanter d'une certaine façon sa vie. Ce qui me semble caractéristique chez ce cinéaste en particulier, ce qui en fait un auteur, on peut dire, au sein de ce système des studios, pourtant très basé sur la division des tâches et des chefs de poste de grands talents, mais donc cinéma collectif a priori. Mais Minnelli, en quoi il a cette touche particulière, je dirais, peut-être dans ce qui peut nous déplaire au fond aussi en regardant le film, c'est-à-dire, c'est évidemment subjectif, c'est-à-dire quelque chose de, non pas dissonant, mais une tension, sinon une contradiction entre ce qui est professé et qui est cet idéal classique, comme je disais, de réinvention de soi, de retour de la joie, de comment ramener la joie, etc. Et en même temps, on voit bien que tout, dans l'écriture, dans la mise en scène, dans les choix, y compris de couleurs, de costumes dont je parlais, dont il se mêle très très directement, Minnelli, eh bien, il y a quelque chose de l'ordre de la lourdeur, on pourrait dire. Et également, me semble-t-il, dans le rythme. Voilà, en tout cas, moi, je le perçois d'autant plus à chaque fois que je vois un film de Minnelli en grand, sur grand écran, parce qu'on a une perception à la fois de tout ce qui est de l'ordre visuel et puis aussi de cette durée, de comment le temps passe à l'intérieur d'une séquence, dans toute la durée du film. Et je trouve que c'est cette articulation-là entre ce qui est censé nous lever du sol quand on voit une comédie musicale, nous donner envie de danser, et c'est ce qui est dit dans That's Entertainment, la chanson composée spécialement pour le film, je le disais, c'est-à-dire quand vous sortez d'une pièce, il y a un vers dans la chanson qui dit quand vous sortez d'une pièce, elle est censée vous avoir donné a go, un élan comme ça. Bon. Et il me semble que c'est bien sûr répété dans le film, c'est ce qui est narrativement, c'est ce qui arrive avec ce spectacle, et en même temps dans le travail, la mise en scène de Minnelli, ça n'est pas tout à fait ça. Et je trouve que c'est aussi ce qui peut nous dérouter. En tout cas, il me semble que, d'une certaine façon, je pourrais le dire autrement, il traite mieux les morts que les renaissances. Puis si on considère que ce film, c'est une série de morts et de renaissances, il me semble que ce qui reste mieux imprimé, ce qui est peut-être mieux fait, mieux mis en scène, et vous me direz peut-être que vous pensez le contraire, c'est le côté, le down, voilà, le côté mort. Alors je disais mort, pourquoi je disais mort et renaissance, parce qu'il faut quand même revenir au début, qui est assez frappant. On ne se rend pas tout de suite compte, me semble-t-il, dans le générique d'ouverture, le premier plan où on voit le chapeau haute forme et les gants, on se dit, voilà, classique, top hat, comédie musicale, etc. Et en fait, dès cette première séquence, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des oripeaux, ce sont des reliques. Ce sont déjà des reliques. Donc le genre est mort, le personnage principal vient d'une autre époque, et il y a tout ce jeu comique, dans l'écriture, dans les dialogues, sur le fait qu'il soit un fossile, une pièce de musée, etc. Mais en tout cas, c'est traité sur un mode comique, mais en fait, c'est très grinçant. Et d'ailleurs, cette séquence aux enchères comiques, elle est aussi jouée d'une certaine façon, qui fait qu'on trouve qui surjoue un peu le commissaire-priseur, etc. Il y a quelque chose de faux, d'artificiel dans cette première séquence, et qui marque déjà une forme de choses assez grinçantes,
même si après, la séquence dans le train étale, disons, cette même thématique du has-been, voilà, de comment faire son retour ou bien ne jamais revenir, enfin de celui qui a été laissé et qui appartient au passé, ça devient quelque chose de plus dialogué dans la séquence du train et de plus digérable. Et j'ai l'impression que Minnelli fonctionne comme ça, par des touches en fait très brutales, rythmiquement assez brutales, de vider quelque chose, de faire le silence tout à coup. Et puis ensuite, ça passe dans le dialogue et, ma foi, c'est plus digérable. Le deuxième moment de mort, évidemment, ce sont les funérailles de la première pièce qui est montée par eux, avec cette utilisation assez drôle de la musique macabre, quand il y a cette procession de spectateurs, et surtout de spectateurs financiers déçus qui sort de la pièce. Et puis la Renaissance va être dans cette chambre d'hôtel surpeuplée avec les deux générations qui vont réussir à se rencontrer, et la chanson collective ensemble, chanson qui, Louisa, qui vient du passé de Fred Astaire, donc de la génération de Fred Astaire, avec les jeunes qui au début l'écoutent et ne la connaissent pas, puis qui ensuite reprennent le refrain. Et on pourrait dire qu'il y a une troisième mort. C'est moi qui dis ça, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, hein. Mais il y a un troisième moment comme ça, qui est ce moment final, quasiment, où il se retrouve dans sa loge et où il reprend en fait la chanson By Myself, donc tout seul, qu'il avait chantée quand il était tout seul en arrivant à New York sur le quai. Et d'ailleurs, ce moment où il croit que personne n'est venu le voir dans sa loge et que donc il va continuer à être, même quand il a du succès, finalement il va être solitaire. Ça rappelle un film que j'ai revu récemment parce qu'il va ressortir en DVD ou en Blu-ray, et qui est l'extravagant Mr. Ruggles de McCarey, de Léo McCarey, avec Charles Laughton, et qui se termine aussi comme ça, c'est-à-dire quelqu'un il a acheté un restaurant, il n'était que domestique, il est devenu entrepreneur, il a acheté un restaurant. Il fait l'ouverture de son restaurant, c'est un succès, mais il est tout seul en cuisine, et puis il entend chanter cette même chanson. Comment s'appelle cette chanson en anglais? He's a Jolly Good Fellow. Je sais pas quel est le titre de cette chanson, mais voilà, qu'on connaît tous, pour célébrer quelqu'un, soit pour lui rendre un hommage en sa présence. Et lui, il pense que c'est à un client qu'on fait ça, et puis il sort, et en fait c'est tout le monde qui reconnaît son succès et qui l'agglomère au groupe, qui l'accueille dans le groupe. Et il se passe exactement la même chose là, donc ce passage du singulier au collectif. Alors là-dedans, dans cette série, disons, de Down et puis de renaissance, de mort et de renaissance, évidemment, on peut se demander, c'est l'autre chose de Minnelli qui est un petit peu différente par rapport à ce dont on a l'habitude dans les comédies musicales classiques, c'est que qu'est-ce que devient le couple là-dedans? C'est-à-dire que finalement, l'amour, le fait qu'un couple va se former est moins important, me semble-t-il, dans ce film par exemple, mais beaucoup chez Minnelli, c'est-à-dire qu'on a l'impression que ce sont des histoires d'amour très très centrées quand même sur le couple, et de fait Sid Charisse et Fred Astaire, c'est le cas sur le papier, mais en réalité il me semble que l'amour est quand même au second plan. Et ce qui est intéressant dans ce film-là, bien sûr, puisque c'est un film de coulisses, un film sur l'histoire d'un spectacle en train de se faire, c'est que Minnelli a une façon de nous suggérer que ces gens ne vivent que pour leur art. Et sa façon, c'est une façon très justement liée au travail sur la décoration, etc. C'est-à-dire que, par exemple, on ne mange pas. D'ailleurs, à chaque fois que, même quand on le voit aller à la fête de l'hôtel et qu'il y a plein de nourriture, il va pas la toucher. Finalement, on lui fait une assiette et il la mange pas, il boit pas le verre de champagne. On ne fait pas l'amour. Alors vous me direz, ça c'est normal, à Hollywood, ça ne se voit pas. Mais en fait, la sexualité n'est pas du tout présente, même dans la formation de ce couple. C'est vraiment très très lointain. Et même il y a voilà, le corps est entièrement mobilisé pour l'art, pour ce qu'on est en train de faire ensemble, et qui est ce spectacle. Alors ça, c'est
là encore, c'est classique dans le sens du récit de films de coulisses. Si vous êtes venu voir Prologue il y a longtemps de Busby Berkeley, bon, voilà, c'est les mêmes histoires est-ce qu'on va réussir à monter un spectacle, etc. Mais en réalité, là, il y a une espèce de côté art pour l'art, de clôture. Et d'ailleurs, le personnage joué par Fred Astaire dit, quand ils sont dans la fameuse promenade en calèche, quand ils vont à Central Park, et qu'il y a tout ce dialogue, ah mais regarde, il y a le ciel, ah puis il y a la lune, etc. Tout à coup, cet extérieur est évoqué, mais uniquement dans les dialogues, parce que c'est très studio, et il dit oui, il y a même des gens qui ne savent pas ce que c'est notre petite boîte, notre petite sweatbox, il dit, c'est-à-dire notre atelier, l'endroit où on sue et où on fabrique un spectacle, et ben en fait ça n'existe pas pour tout le monde, il y a un extérieur. Et voilà, il me semble que l'une des particularités du cinéma de Minnelli, c'est quand même de peupler énormément, de rendre cet intérieur de ceux qui sont en train de fabriquer quelque chose d'artistique, une production artistique tellement plein par tout un travail expressionniste comme ça sur les décors, les costumes, qu'on peut se poser la question de est-ce qu'il y a une extériorité de cela ? Est-ce qu'en dehors de ça, il y a une vie privée ? Est-ce qu'il y a vraiment de l'amour ? Est-ce que voilà. Et bien sûr, ce qu'elle dit à la fin, et je vous laisse parler après, ce qu'elle dit à la fin sur ce spectacle est une réussite et il va tenir l'affiche pour toujours en ce qui me concerne, c'est exactement la mise bord à bord du show, du spectacle et du couple, de leur amour. Alors c'est à la fois touchant, beau, tout ce qu'on veut, mais c'est un petit peu glaçant aussi quand on pense au film sous cet aspect, à savoir une extériorité qui serait celle du privé, de l'amour, de la sexualité, du corps qui mange, qui dort aussi. On ne voit pas les gens dormir. Voilà. Donc c'est cette particularité-là, mais qui est aussi d'une certaine façon angoissante, qui me semble intéressante chez Minnelli. Et quand je dis expressionniste, bon, je vous dirai après ce que j'entends par là et comment ça se traduit dans le film peut-être, mais est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose, poser une question ou réagir ? Oui. Nous avons l'un des triplés qui est dans la salle. Celle qui a tué les autres. Oui, alors moi, en fait, j'avais déjà vu le film. Il était passé un samedi dans le cadre de la première série de comédie musicale. Et effectivement, la première fois, moi, j'avais trouvé très long, un peu temps que ça s'arrête. Et au deuxième coup, ça passe quand même un petit peu mieux. Et moi, justement, par rapport à ce que vous disiez, ce qui m'a marqué, c'est qu'il y avait tout le début, notamment la fameuse scène où il est dans l'espèce de foire, là où il fait un beau numéro d'ailleurs de claquettes, Fred Astaire. On a l'impression que cette scène-là, elle n'a pas trop à voir avec le reste. Ça a un peu été rajouté. Alors, je ne sais pas s'il y avait une raison de le rajouter, si c'était prévu, enfin, si c'était pour qu'il fasse son numéro de claquettes. Parce que justement, je trouve que l'histoire, elle commence vraiment quand ils vont au théâtre, justement, et qu'ils voient le fameux producteur faire son théâtre. Et là, on a vraiment... Moi, je trouvais que c'était plus un film de bande de théâtre, de bande de copains, que de couple, justement, ce qui fait Et finalement, tous les acteurs, il n'y a pas que Fred Astaire et Sid Charisse, tous les acteurs sont formidables, donc chacun est un peu au premier plan. Il n'y a pas de vrai premier rôle, on est plus dans un film de troupe. Et je trouvais justement que le film était plus centré sur la troupe. Et donc le début, cette première scène, finalement, je trouve qu'elle n'a pas trop à voir qu'est-ce qu'elle fait dans là le film. Qu'est-ce qu'elle fait là ? C'est-à-dire la Shine on Your Shoes. Et en passant, j'avais une autre question, c'est que le titre en français correspond bien au film. J'ai pas trop compris le titre en anglais. Ah oui. Bandwagon, qui est d'ailleurs le titre du spectacle qu'ils doivent faire en premier, et qui a rien à voir puisqu'il y a l'histoire de Faust. Oui. Voilà, donc savoir s'il y a une traduction correspond. Spéciale. Alors ça, j'ai oublié. Je l'ai lu. Je l'ai. Je veux répondre quand même ce qui me semble le plus important, parce que sur on pourrait très bien, j'ai failli commencer à parler en ne parlant que des numéros, et autour, en ne parlant que de tel ou tel, on prend tel ou tel ou tel numéro du film, et autour on peut dire des choses sur le film en général. Donc Shine on Your Shoes, par exemple,
dont on peut trouver qu'il est daté dans le sens où le positionnement spatial, non seulement le métier, la fonction, mais aussi la place dans l'espace, dans le numéro du cireur de chaussures, qui a d'ailleurs été vraiment repéré dansant et faisant son numéro dans la rue parce qu'il cirait vraiment des chaussures, apparemment Leroy Daniels, et de Fred Astaire peut être vu aujourd'hui comme quelque chose d'assez choquant, etc. Il y a eu des commentaires autour de ça, mais pour moi, elle n'est pas du tout... cette scène-là, elle n'est pas du tout pièce rapportée. Enfin, ce numéro-là, Shine on Your Shoes, pour moi, n'est pas du tout pièce rapportée, mais je comprends cette impression. Ou alors, on pourrait dire, c'est une pièce rapportée, mais justement, le film parle de ça. C'est-à-dire que lui il arrive sur le quartier des théâtres, donc la 42e rue, et tout a changé, puisqu'il est d'une autre génération, qui revient, et que tout est électrifié. Moi, c'est ça que je comprends dans cette scène de ces attractions. Il y a marqué l'électricité, c'est la vie. Il se monte sur un truc, il redescend tout de suite. C'est presque chaplinesque, hein, tout le jeu muet avec quand il met une pièce et qu'il se passe quelque chose. Bon. C'est-à-dire que son corps n'est pas adapté à cette nouvelle façon de faire du spectacle. C'est du point de vue psychologique, parce que Minnelli, c'est quand même beaucoup ça. Quand je disais expressionniste, c'est qu'il déploie dans l'espace des dynamiques psychologiques de personnages. Il est dans un lieu où tout est robotisé. Enfin, même la voyante, dont on voit qu'elle est jouée par une vraie actrice, mais qui joue un automate, elle délivre comme ça automatiquement des présages, etc. Donc tout est à la fois dernier cri, d'une certaine façon, l'électricité, les néons, etc. Et en même temps, il est déphasé, il est complètement déphasé avec ça. Donc la seule façon dont il se reconnecte avec ça, c'est justement quand il se met à danser avec le cireur de chaussures et où en fait c'est un numéro complexe parce qu'il y a une rupture de rythme à l'intérieur. À un moment, il tournoie tout seul et il cire les chaussures, et il y a une espèce de décrochage. On se demande s'il va revenir à la danse à deux avec le type. Donc en réalité, ce numéro, il est bizarre, il est complexe, il a une espèce d'évolution interne qui fait qu'il y a déjà quelque chose d'effectivement de déphasé, de déroutant, qui est pour moi la marque de Minnelli. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une cruauté, il y a une crudité, il y a quelque chose de brutal. Et d'ailleurs, ce sera dit par Jeff Cordova, le metteur en scène, plus tard, quand il va le rencontrer. Il va lui dire, écoutez, j'ai vu toutes vos pièces, je vous admire, etc. Mais je vais vous dire brutalement les faits. Vous êtes rassis, hein, you're stale. Vous êtes rance, enfin, vous êtes rassis dans le sens, vous avez été oublié, etc. Donc il y a cette brutalité, il y a qui est là dans cette scène de Shine on Your Shoes, qui est en apparence, c'est ça qui est génial, je trouve, c'est qu'en apparence c'est aussi un très très bon numéro chorégraphiquement de comédie musicale et joyeux d'une certaine façon. Je veux dire, quand il tape le truc avec le point d'interrogation et que tous les drapeaux s'ouvrent, etc., il y a une joie, il y a une apparence la joie advient en apparence à l'intérieur du numéro. Il tournoie, il échange il danse vraiment, il swing énormément parce que c'était un batteur, hein, je l'ai déjà dit, mais Fred Astaire, il a vraiment un sens du rythme, un perfectionnisme, des ruptures, des syncopes, etc. Donc moi je trouve ce numéro chorégraphiquement et musicalement, il fonctionne très bien et pourtant il porte ce côté déphasé, dissonant, de ce corps qui arrive à New York et qui est complètement à côté de la plaque d'une certaine façon, qui n'arrive plus du tout à se reconnecter. Et puis troisième niveau, il y en a sans doute d'autres avec ce numéro, c'est qu'il est là pour montrer ce qui est l'une des grandes oppositions structurantes du film, à savoir que justement il n'y a pas d'opposition entre ce qui serait d'un côté le théâtre noble, enfin il ne faut pas qu'il y en ait, entre le théâtre noble, qui est évidemment satirisé, de manière très facile maintenant, mais assez drôle comme snob, disons lettré, voilà, le théâtre lettré, classique, tragique, reprenant des mythes antiques, etc. Et puis d'autre part, cet art qui serait l'art des Hoofers, l'art du musical, du cabaret, et qui serait l'art populaire dévalorisé. Évidemment, tout le film, je paraphrase de le dire, mais en réalité, il complique cette opposition.
Cette opposition, pourquoi est-ce qu'il la complique? Est-ce qu'il la complexifie? Ce serait facile s'il y avait d'un côté le metteur en scène théâtreux de New York, caricatural, et de l'autre côté l'entertainment d'Hollywood. En réalité, non seulement le type, d'abord c'est un Anglais, il est joué par un Anglais pas très connu, Jack Buchanan. Ensuite on s'aperçoit que ce type en fait, c'est un type qui danse le top hat comme Fred Astaire, puisqu'ensuite ils vont faire le numéro à la fin ensemble, et comme par hasard ce numéro c'est I guess I'll have to change my plans, il va falloir que je change mes plans, hein. C'est ça aussi la réinvention de soi, c'est sans cesse corriger ce qu'on avait prévu et ses grands idéaux, etc. Donc en fait, ce personnage, qui est montré comme un personnage au début très caricatural, je trouve qu'il n'arrête pas de s'assouplir, il n'arrête pas de tomber de son propre piédestal, hein, au début. Il n'arrête pas d'être montré comme se corrigeant tout le temps, acceptant qu'il a peut-être eu tort de faire prendre cette direction. Donc c'est un personnage très, très étrange, très excessif, et en même temps qui n'arrête pas de nous montrer sa plasticité. Et ça, je trouve que c'est très intelligent dans le propos du film. Alors, qui serait quoi? Qui serait justement de ne pas opposer la spontanéité, et c'est pour ça que j'en parle à propos de ce numéro, Shine on Your Shoes, mais je pourrais en parler aussi à propos de l'autre très très grand numéro qui est Dancing in the Dark, donc le numéro où enfin il y a ce qu'on appelle dans les études apparemment de comédie musicale l'accordance, hein, l'accordance du couple, quand enfin ils arrivent à comprendre qu'ils vont pouvoir danser ensemble et que c'est performatif, c'est-à-dire que la danse nous montre que oui, ils vont non seulement y arriver, mais ils y arrivent là, au moment où on est en train de les voir. Non seulement ils vont y arriver à la scène, ils vont pouvoir être partenaires, ce qu'ils ne croyaient pas avant, mais ils sont en train d'y arriver sous nos yeux dans la scène du parc. Et en fait, ces deux numéros ont ceci de commun qu'ils placent la spontanéité comme une valeur. C'est-à-dire que à chaque fois, là, c'est ce qu'on appelle le musical intégré, hein, c'est-à-dire que tout à coup, on glisse dans la danse, on glisse, on a envie de danser, voilà, et on se met à danser, et ça n'est pas justement tout le labeur de la préparation qui est montré, contrairement à l'arc narratif du film, qui est effectivement préparer un spectacle collectif, répété, c'est dur, ça demande du travail, etc. Et là, tout à coup, dans ces deux numéros, il se fait cirer les chaussures et il se met à danser. Et puis, quand ils sont deux dans le parc, ils voient d'abord des gens qui dansent. C'est parce qu'ils ont vu, c'est parce qu'ils ont vu un bal populaire, c'est parce qu'ils ont vu des gens du quotidien, pas du tout des danseurs professionnels qui dansaient, que dans un deuxième temps, ils se mettent à danser. Et là, il y a une espèce de sublime dans l'écriture, même dans la chorégraphie du numéro. Et une note sur les chorégraphies, d'ailleurs, c'est Michael Kidd, le chorégraphe, et non pas, disons, Fred Astaire lui-même ou Hermes Pan. Voilà, c'est un chorégraphe qui a mis Astaire au défi. D'abord, il n'était pas tout jeune, je ne sais jamais les âges, j'ai oublié l'âge en chiffres, mais il a vraiment hésité. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'il a refusé de faire une fois, deux fois, puis finalement, il s'y est mis, et on voit qu'il y a quand même des différences, qu'il est vraiment mis au défi dans la chorégraphie, Fred Astaire. Je ne sais pas si... il est beaucoup moins... il a toujours cette élégance aérienne, etc., mais il y a des pas compliqués, fournis, et qui vont évidemment se complexifier dans le dernier grand moment chorégraphique, et qui est Girl Hunt, la parodie de film noir, dont on avait eu, on pourrait dire à la MGM, une esquisse, évidemment, hein, vous reconnaissez des choses de Chantons sous la pluie, d'une certaine façon. D'abord parce qu'il y a Sid Charisse, qui là a enfin un rôle important, alors qu'elle ne faisait qu'une apparition au prix de Gene Kelly dans Singing in the Rain, dans Broadway Melody. Mais c'est un peu la même idée, mais beaucoup plus poussée. Toute une parodie de film noir musical. C'est important parce que
le credo de cette espèce de petit traité sur ce que c'est que la comédie musicale, mais plus généralement ce que c'est que le cinéma, et plus généralement ce que c'est que le spectacle, ça fait beaucoup, qu'est That's Entertainment, eh bien, c'est l'idée que peut-être la comédie musicale pourrait embrasser tous les genres, qu'elle pourrait contenir tous les genres. Elle peut parodier, voilà, elle peut montrer Laurel et Hardy, elle peut montrer, ça peut être quelque chose de chic, le ballroom dancing, les claquettes, et puis les autres genres cinématographiques, dont le film policier, le film de détective. Alors certes, c'est un peu, il y a une moquerie, enfin, il est parodié, on entend la voix off, enfin tous les clichés de la femme fatale, etc. Mais en même temps, voilà, il y a quand même cette idée que non seulement la comédie musicale ne s'oppose pas à un sérieux qu'il faudrait avoir. Bon, ça c'était déjà dans Chantons sous la pluie, avec l'opposition Cathy Seldon au début, qui est elle une comédienne de théâtre, et puis Gene Kelly qui dit « Ah, excusez-moi, faudra que j'amène mon traducteur si je viens vous voir, etc. » Donc là, c'est une opposition classique qui est conjurée par le metteur en scène, puisqu'il dit les vers de Bill Shakespeare, de William Shakespeare, et les pieds de Bill Robinson, le danseur de claquettes. Eh bien, pour moi, c'est pareil, c'est du théâtre à partir du moment où ça vous émeut. Alors, au début, c'est dit de manière tellement excessive qu'on en rit, mais en réalité, lui ne vit, comment dire, au moment où il prononce ça, c'est toujours ce décalage chez Minnelli, au moment où lui dit les deux choses sont contenues dans le théâtre pour moi, ce sont ces deux choses. En fait, lui, en tant que metteur en scène, c'est pas ça qu'il fait, il fait le highbrow, il fait Oedipe. Et il joue Oedipe. Et il joue sérieux, et il n'arrive pas à faire une comédie musicale. Donc il faut que le film avance pour que ce qu'il profère théoriquement soit fait par d'autres, mais quand même avec lui, au sein de ce groupe, finalement. Je ne sais pas si je suis très claire. Mais c'est complexe, ce rapport-là entre le divertissement, entertainment, et la culture classique. Il me semble que c'est travaillé dans ce film de manière moins brillante, moins virevoltante, qui donne moins de joie, mais peut-être quand même plus profonde que dans Chantons sous la pluie de Donen et Kelly. On avait passé Un Américain à Paris. Ah oui. Donc pour la première saison, il me semble. Oui. Et quels sont un peu les rapports entre les deux films qui ne sont pas très éloignés, je crois, dans le temps? Non, c'est Un Américain à Paris le précède d'un an, à peu près. Et alors déjà, évidemment, quand on met Gene Kelly dans un film, c'est pas la même chose que Fred Astaire au niveau de la dynamique. Mais en réalité, Gene Kelly, c'est déjà un peintre raté dans Un Américain à Paris, même s'il est plus jeune. On voit qu'il végète à Paris, c'est-à-dire qu'il est venu avec des grands espoirs, justement, dans le sillage de peintres de la génération précédente. Et puis, en fait, il vivote à Montmartre, et surtout, il est entretenu par une riche américaine. Donc, il vivote aussi au niveau vie amoureuse. Il y a cette idée-là c'est pas seulement d'être un raté, c'est pas la comédie des ratés, c'est plutôt l'idée qu'on avait un rêve, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que ce rêve-là, il va rassir, pour reprendre le verbe qu'utilise comment il s'appelle, Cordova. Et c'est ça, c'est qu'est-ce qui arrive à nos rêves, Minnelli. Sauf que, je disais expressionniste. Je n'ai pas tout à fait explicité ce que je voulais dire par là. C'est que, il me semble que même si le personnage du metteur en scène est satirisé, c'est-à-dire fait l'objet d'une représentation très, un peu caricaturale du théâtreux grandiloquent, anglais finalement ou new-yorkais, c'est pareil, c'est du côté de l'Europe d'une certaine façon et de la culture littéraire d'élite. Eh bien, en réalité, il me semble que Minnelli, que Minnelli cherche quelque chose là-dedans. Il cherche quelque chose de lui-même. De même que je ne l'ai pas redit, mais c'est évident que Fred Astaire, joue lui-même au début. Alors, ce qui n'est pas du tout le cas de Gene Kelly dans Un Américain à Paris. Il y a quelque chose de l'ordre de l'amertume qui pourrait
à jouer dans un film où le couple qui écrit le film se représente aussi. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est difficile de parler d'autobiographie à Hollywood dans des grands films de studio, mais il y a quelque chose de l'ordre de cette projection-là qui est douce amère, qui est un peu dangereuse en fait. C'est inhabituel de se mettre à ce point en cause soi. Donc pour tous finalement, y compris pour Minnelli, y compris. Alors cette histoire de, oui, je disais expressionniste, pardon. En quoi je le rapprocherais de ce metteur en scène, qui par ailleurs a été comparé plutôt à José Ferrer, à des gens qui ont existé, de même que le couple de scénaristes, auteurs dramatiques a aussi été comparé à Zizi Jeanmaire le couple de la ballerine et du chorégraphe a été comparé au couple que formaient Roland Petit et Zizi Jeanmaire. Mais peu importe les références biographiques réelles, ce qui me semble-t-il est important, c'est que quelque chose de Minnelli, décorateur, peintre et pour finir metteur en scène de cinéma, est là dans l'excès que porte le metteur en scène du film. J'y pense parce que j'ai revu récemment un de ses films précédents qui s'appelle Le Pirate, et il me semble qu'il y a quelques années j'avais montré un extrait avec Gene Kelly et Judy Garland, complètement dingo, et où on voit Gene Kelly en mini short 17e siècle improbable, et où on voit justement la projection, le fantasme d'une sorte de rêve, mais érotique finalement, de la femme qui le regarde, et où il y a justement ces fumigènes, cette fumée, ce feu, etc. Et on voit bien que là, dans l'excès de la mise en scène choisie par le Cordova, il y a quelque chose de l'ordre de ce que Minnelli veut faire, d'un expressionnisme dont il feint de se moquer, mais en réalité, son cinéma, il est aussi constitué de ça, de cet excès, de ces rouges violents, de ces oppositions rouge-vert, de ce jaune très très marqué dans le numéro New Sun in the Sky, par exemple. Et si vous pensez à d'autres numéros qui sont de comédie musicale que vous connaissez, que vous aimez, qui apportent la joie, qui apportent justement un enchantement, une renaissance, un nouveau soleil, etc., que vous pensiez à Jacques Demy ou que vous pensiez à Stanley Donen et Kelly, eh bien, pensez aux couleurs, pensez à l'univers visuel que ça charrie. Il me semble que c'est un univers visuel moins excessif, au sens moins le jaune est peut-être un tout petit peu moins jaune. Voilà, il y a quelque chose là de presque faisandé dans cet excès de chromatique et dans l'abondance aussi des costumes, etc. Même à la limite dans la façon dont le visage de Sid Charisse est maquillé, dont elle est coiffée, etc., qui caractérise ce trait appuyé, voilà, dont j'ai l'impression que Minnelli sait qu'il l'a, recherche une forme de légèreté et en même temps ne la trouve pas et en même temps affirme ce qu'il est par cette lourdeur même. Et l'expressionnisme, voilà, l'expressionnisme signifie cette extériorisation finalement de la psychologie. La psychologie passe dans tout le reste, dans tout ce qu'il y a autour, et se projette, on pourrait dire, d'où la stridence, d'où la violence de ces décors. Ça existait déjà à Broadway, cette pièce. Quand il arrive sur la 42e rue et qu'il dit « Ah mais c'est fou, le théâtre... comment ça s'appelle Eltinge, j'y ai fait mes débuts et je sais même plus s'il est là. En fait, il y a joué vraiment, Astaire, il y a joué dans The Bandwagon, déjà. Donc, c'est quelque chose d'existant. De même que j'ai dit que plein de chansons, presque toutes, préexistaient. C'est ça la marque de ce couple qui avait à peu près 35 ans à l'époque, qui écrit le film, c'est qu'en fait, eux, contrairement à beaucoup d'autres gens qui écrivent à ce moment-là pour Hollywood,
aiment plutôt le passé hollywoodien et de Broadway. Ils intègrent dans le film, de même qu'ils ont écrit Chantons sous la pluie, et qu'ils parlaient de la fin des années 20. Là encore, période de has-been, comment Gene Kelly dans Chantons sous la pluie, acteur du muet, va pouvoir se réinventer pour ne pas finir à la décharge et pouvoir chanter et devenir un acteur de comédie musicale, sinon il n'est plus rien du tout. Souvent dans ce qu'ils écrivent, dans les récits qu'ils écrivent, le passé n'est pas vu comme quelque chose qu'il faut mettre à la poubelle. C'est très... ils intègrent toujours ça à leur histoire. Alors là, il y a les deux générations, mais il y a aussi le passé du cinéma et le passé de la comédie musicale, il me semble. Oui, comment est fait le trucage de la scène des triplés? Oui, elle l'explique, Nanette Fabray, celle qui joue la triplette. Dont c'est le rôle le plus important à l'écran d'ailleurs, parce qu'elle était plutôt une chanteuse actrice de Broadway. Parce qu'ils ont fait des espèces de petites chaussures, enfin de bottes en fait. C'est comme des petites bottines. C'est pas tout à fait des chaussures, c'est que ça monte. Et du coup, ils calent leurs genoux là-dedans. Et donc ils sont à genoux les trois, mais en fait c'est très difficile quand même, apparemment, parce que quand ils sautent de la chaise. En fait, ils racontent qu'ils ont fait ça 50 000 fois parce que souvent, ils tombaient complètement pendant longtemps. Donc, il y en avait au moins un qui tombait. Enfin, bon. Donc, voilà. Donc, ils sont à genoux et ils dansent à genoux et c'est hyper dur, en fait. Mais voilà. Mais vous avez raison de parler de ce numéro parce que c'est encore un numéro où il y a quelque chose, il y a un excès, il y a quelque chose qui est fou d'une certaine façon. Il y a quelque chose de délirant. C'est-à-dire que si on pense à l'ensemble du film, on oublie, ça passe et c'est lissé. Mais en fait, il y a plein de moments comme ça dans le film où c'est au contraire complètement grinçant, bizarroïde, fou. C'est ça qui est étonnant. Et comment ça rentre en tension avec le côté, au contraire, plutôt très fluide. Alors d'abord des mouvements de caméra, parce que la scène de Dancing in the Dark, c'est incroyable. C'est la définition de la fluidité, on pourrait dire. Et la fluidité aussi qu'apporte la présence et la prestance et la présence dansée de Fred Astaire et de Syd Charisse, les deux. C'est-à-dire que les deux vont dans le sens de cette fluidité, et pourtant le film est traversé de stridence et de bizarrerie jusqu'à ce trucage, ce numéro. Parce qu'il y a aussi cette idée que l'entertainment, le spectacle, le divertissement, est capable de tout embrasser. C'est-à-dire qu'il a pour vocation non seulement d'aspirer tout, y compris la vie privée, c'est-à-dire que ça se met bord à bord, comme je disais, l'histoire du spectacle, c'est l'histoire de leur amour, mais il peut tout prendre, il peut prendre tous les âges, on peut tout faire, c'est étonnant. Et si vous êtes venu voir Parade de printemps, si on compare dans sa tête avec Parade de printemps, avec aussi Fred Astaire vieux, vieux, deuxième période, on peut dire, on voit bien que, et j'aime beaucoup Parade de printemps, et sinon je ne vous l'aurais pas montré, mais on voit bien que il y a quelque chose de moins signé, il y a moins un auteur derrière, et du coup le film est aussi moins bizarroïde d'une certaine façon. Il y a moins de ces dissonances ou de ces choses étranges qu'on remarque au cours de celui-ci. C'est-à-dire que c'est à la fois un classique, c'est-à-dire qu'on se dit toutes les étapes y sont, de comment quelqu'un de seul s'intègre à un groupe, comment une troupe se constitue, y compris entre plusieurs générations, etc., y compris entre une conception européenne du spectacle, disons, et une conception hollywoodienne, etc. Tout y est. Et quand on parle de musical intégré, de comédie musicale intégrée, qui caractériserait la comédie musicale classique,
On emploie d'habitude le mot pour dire, et ça c'est ce que Fred Astaire voulait dès les années 30, il y avait pensé, pour dire il n'y a pas de moment de rupture, voilà, entre le moment où on parle dans un salon et puis le moment où on glisse dans le chant et dans la danse. Mais en réalité, ce film montre autre chose. Il montre que l'intégration, l'ambition intégratrice de la comédie musicale, elle est beaucoup plus grande, ample, vorace, je dirais, que simplement une question quasi technique et esthétique de comment ne pas faire des ruptures quand on se met à chanter, à danser. En réalité, la comédie musicale, ici, n'a de cesse de parler d'elle-même, de réfléchir sur elle-même, de nous dire « Regardez, c'est ça le spectacle. On est en train de vous chanter que c'est ça qu'on est en train de faire et que c'est du spectacle. » Et on vous le redit à la fin. On vous dit ce qu'on a fait là, c'est la fin, là, c'est le final, on est en train de vous le chanter. Ce qui est quand même a priori d'une espèce de narcissisme sans buter, complètement fou. On est habitué dans le cinéma, je dis n'importe quoi, de Godard, quand il y a de l'autoréflexivité comme ça, à croire que c'est une déconstruction et que voilà, après ça, qu'est-ce qu'il y aura? C'est un vertige fou. Non, à ce moment-là, réfléchir de manière autoréflexive comme ça contribue à intégrer encore. C'est un rapport au public, en fait. Et c'est une façon de nous intégrer, nous, spectateurs, qui sommes en réalité très très loin de pouvoir nous aussi participer à ce spectacle. On est complètement spectateurs, puisqu'il y a Hollywood qui a des millions, qui a des gens surentraînés, et puis il y a nous en face. Aucun rapport, a priori. Mais en réalité, c'est toute une stratégie d'auto-mystification, si on peut dire, du genre, comme genre populaire. C'est-à-dire que nous, public populaire, public des cinémas, faisons partie, d'une certaine façon, de ce monde. Donc l'intégration, c'est aussi l'intégration du public comme croyant tout à fait qu'il fait partie de ce monde-là, et non pas une impression de rupture entre nous, spectateurs, et puis une élite artistique. Donc c'est contrairement à ce qu'on croit, cette auto-réflexivité, elle n'est pas déconstructrice, elle est au contraire, elle participe de la poursuite, disons, alors c'est très conservateur, on pourrait dire, ou c'est très commercialement stratégique, mais moi, je ne peux pas m'empêcher de trouver que c'est génial d'arriver à faire ça, plutôt que de déconstruire et de dire regardez, je vous montre les ficelles, du coup, voilà, le jouet est cassé, au revoir, et puis on est dans le post-moderne. Mais on peut trouver que c'est horrible et commercialement... Godard a fait une comédie musicale. Oui, Une femme est une femme, oui, qui est pas mal, qui est pas mal du tout. Il faudra la passer. On pourra en passer un extrait, d'ailleurs. Bon, on l'a montré avec Alain Bergala. Oui, mais on pourra montrer un extrait, ouais. Pourquoi pas, ouais. Ouais, c'est vrai. Bon, bah si personne... Bon, ben, on peut annoncer déjà qu'on va rester avec Minelli. Oui, c'est la prochaine fois? C'est déjà la prochaine fois? Oui, c'est déjà... on sera déjà en février, oui. Avec Gigi, donc, de Minelli. Et là, on va passer au Cinémascope, d'ailleurs. Oui, c'est Minelli, on aurait pu faire toute une saison Minelli, mais on avait déjà vu Leslie Caron dans la première saison avec un Américain à Paris. Venez absolument voir Gigi. Pour ceux qui en plus ont eu le mauvais goût de rater French Cancan de Renoir il y a quelques années, c'est un film très très intéressant. Ça va vous rappeler Lubitsch. Peut-être je vous apporterai un extrait d'un Lubitsch qu'on voit très peu, qui est la période avec Maurice Chevalier, où il faisait déjà Lubitsch, où lui aussi faisait d'une certaine façon des comédies musicales. Et puis c'est la période Belle Époque. Enfin, ça se passe à la Belle Époque. Donc c'est un film aussi passionnant pour ça. On aurait pu choisir Brigadoun, mais je trouve que Gigi est plus pétillant. Ça sera dans la saison 3. Ouais. En tout cas, merci d'être venu et restez.